change your mind. Alors, pour ce webinaire du 16 avril, nous avons souhaité vous proposer un webinaire d'1 heure sur les meilleurs outils et méthodes de communication interne. Donc, nous avons réalisé avec Jean-Baptiste une grande enquête auprès de 500 responsables de communication interne au début du mois de mars pour partager avec vous les dernières tendances en termes d'outils, de méthodes et essayer de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport au contexte assez particulier qui est celui du Covid-19 et que vous connaissez aujourd'hui. Donc, je suis votre présentateur pour cette journée et pour ce jour au niveau du webinaire. Je m'appelle Jenny Lésigneux. Je suis le responsable des ventes chez Spix. Alors, pour nous présenter rapidement, je vais vous présenter très succinctement par la suite. Je voulais juste vous donner quelques informations pratiques. Donc, le webinaire est d'une durée d'1 heure. Je vous invite à le regarder sur ordinateur. Essayez de couper un maximum les notifications qui est téléphone, SMS, mail pour vraiment vous concentrer. On va essayer de vous donner un maximum de valeur sur 1 heure. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, il s'adresse généralement aux personnes qui sont en charge de la communication interne dans l'organisation. Donc, tout ce qui est en lien avec la partie ressources humaines, dirigeants, responsables de communication et évidemment, responsables de communication interne. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons voir la présentation du contexte. On va faire un petit point sur le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, celui du Covid-19. On va faire une rapide rétrospective des dernières semaines, constats et conséquences. On fera un retour sur l'enquête. Ce sera un retour très qualitatif, qui ne sera pas dans le quantitatif. L'objectif n'est pas de vous dérouler dans la méthodologie une série de chiffres. L'objectif est de dérouler en fait des problématiques et de voir en face les solutions que nous avons imaginées pour vous amener tout de suite maintenant quelques conseils. On parlera des enjeux de la communication et on se projettera dans une phase 3 sur la suite, c'est-à-dire l'après-confinement, qu'est-ce qui va se passer et comment il va falloir appréhender un petit peu les enjeux de la communication autour de ça. Donc là, on va véritablement prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est outils et je pense que ça nous fera un bien fou. Et en 4, nous verrons les solutions, comment avancer, comment du coup concrétiser du coup un avancement et des projets vis-à-vis de la communication. Nous passerons ensuite sur une phase 5 de questions-réponses où nous aurons à nouveau le chat et nous pourrons du coup échanger sur diverses questions. Donc, on s'octroiera un temps réduit pour essayer que tout le monde puisse aller déjeuner après. Alors, en fin de webinaire, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui nous demandent, à la fin, vous pourrez nous demander le livre numérique Impliqué pour mieux fédérer, qui est un récapitulatif des 15 astuces pour créer des messages de communication détournés et ultra personnalisé. Vous pouvez le voir sur la couverture, le diviser pour mieux régner a été transformé en impliqué pour mieux fédérer. Et il y a en fait certains proverbes français comme ça qui sont détournés pour vous inspirer, pour vous donner un petit peu de méthodo, pour que vous puissiez vous créer vos propres supports de com. Donc ça, c'est un petit bonus, un petit cadeau. Alors pour nous présenter chez Spix, notre métier en 2 mots, on est expert en plateforme de communication. On commercialise et on distribue des intranets, des réseaux sociaux d'entreprise, des extranets, des plateformes collaboratives et nous constituons et nous animons des communautés web. On est intégrateur et revendeur de solutions SaaS. On a une deuxième phase dans notre métier aujourd'hui qui nous permet d'accompagner aujourd'hui nos clients sur des projets. Donc là, on met en avant un accompagnement humain. Nous réalisons des développements web spécifiques par rapport aux plateformes que nous venons de voir au préalable. Nous établissons de la gestion de projet pour tout ce qui est projet de communication en interne. On conduit le changement. Jean-Baptiste est mon acolyte sur la photo qui est le spécialiste en la matière. Nous avons des formations et des prestations de Customer Success Manager pour accompagner justement la dynamique de vos communautés, qu'elles soient des communautés de collaborateurs, des communautés de membres adhérents quand vous êtes une association ou des communautés de clients. On est lauréat Réseau Entreprendre 2020. Nous sommes partenaires de l'UMM, qui est l'industrie, qui est le syndicat interprofessionnel de l'industrie de la métallurgie, et partenaire de Potion, qui est notre partenaire technologique basé à Eura Technologies à Lille. Alors, attaquons sans plus attendre dans le vif du sujet, qui est le contexte, avec évidemment cette date du 17 mars 2020, où, vous l'avez tous connu, la France s'est littéralement arrêtée. Donc, le Covid-19, de tout à rien en presque 4 semaines, on a connu la fermeture des écoles, on a connu les supermarchés qui ont été pris d'assaut, les marchés financiers en chute libre, la fermeture des frontières, les commerces non essentiels qui ont été fermés et plus de 7 millions de salariés qui ont été plongés dans le chômage partiel. Donc nous, on s'est focalisé quand on a eu cette information, plutôt que rentrer en mode réaction, on a essayé de rentrer en mode compréhension.
on a essayé avec Jean-Baptiste d'aller à la rencontre des responsables de communication pour comprendre comment ils allaient réagir, pour comprendre comment ils allaient faire face, et on s'est laissé un laps de temps. À partir de la 2e semaine du mois de mars, nous avons lancé du coup notre enquête auprès de 500 responsables de communication interne. Nous avons utilisé comme biais principalement LinkedIn et nous remercions vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris le temps d'y répondre. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer un rapide retour de ce qui s'est passé. Donc là, ça va être plutôt de qu'est-ce qui s'est passé et comment les gens se sont appropriés du coup les réponses face au Covid-19. Donc, nous n'allons pas vous faire un déroulé de statistiques. On va essayer de comprendre et d'aller dans chaque problématique pour voir comment ils y ont répondu en essayant d'apporter une touche de conseil. Donc, les résultats de l'enquête. Alors, une des premières questions que nous avons posées pendant cette période de coronavirus au niveau des responsables de communication interne, c'est quels sont vos objectifs principaux? Là, le Covid-19 est arrivé. Il y a eu la fermeture des différentes institutions que nous venons de voir. Quels sont les objectifs principaux que vous avez en termes de communication interne? Donc, pour 23% et la majorité des responsables de communication interne, l'objectif prioritaire est de rassurer les collaborateurs et garder le lien. Alors, bien évidemment, la question qui suivait, c'était comment? Et ce comment, on va en parler immédiatement, c'est la mise en place d'outils. On a assisté entre mi-mars et début avril à une véritable ruée des responsables de communication, des entreprises, des personnes vers les outils de communication. Il y a eu un véritable virage à 180 degrés de la digitalisation. Un paradoxe, et c'est même plutôt assez marrant, puisqu'on parle de transition numérique depuis près de 10 ans en France, on parle de transformation digitale des entreprises, et là on se rend compte qu'en 2 semaines, les entreprises ont fait preuve quand même d'une agilité et d'une rapidité d'exécution assez exceptionnelle. J'en prends pour preuve l'explosion du nombre d'utilisateurs sur Teams, qui du 11 mars au 18 mars est passé de, tenez-vous bien, 32 millions d'utilisateurs à 44 millions d'utilisateurs. En 2 semaines, Teams a quasiment pris plus d'utilisateurs qu'en 2 ans. Donc, c'est quand même un vrai fait marquant qui appuie du coup cette tendance. Zoom, que vous connaissez, qui est un outil de visioconférence, un petit peu en difficulté en ce moment avec la sécurité, ont eux connu des téléchargements sur iOS qui ont connu un bond de 600% et sur Android de près de 2700%, ce qui représente 8 millions de téléchargements. Donc, bien évidemment, ce n'est pas au niveau français, c'est au niveau global, mondial, mais il s'avère quand même qu'il y a une vraie tendance qui est impulsée par le télétravail et nous allons y revenir. Donc, le télétravail, lorsqu'on pose la question aux responsables de communication interne, quels sont les outils les plus utilisés, les plus déployés par les responsables de communication depuis le 1er mars 2020 en France métropolitaine? Eh bien, on a un tiercé gagnant par typologie du coup de métier. Pour tout ce qui est réunion et conférence, on a 4 solutions qui sortent du lot: Livestorm, Skype, Zoom, Hangout. Nous avons des gestions de projet Systantia Gate, Asana, Trello et Basecamp. Pour tout ce qui est envoi de fichiers et transfert d'informations, WeTransfer, Smash, Google Drive. Pour tout ce qui est collaboration et plutôt même communication instantanée, tout ce qui est en lien avec le chat, on a Slack, Klaxoon et un petit nouveau, Discord, qui est issu du gaming, qui c'est assez drôle. Beaucoup de professeurs se l'ont approprié, qui est vraiment le Slack du gaming et qui est vraiment en train d'être détourné, qui est une solution open source et complètement gratuite. Productivité, productivity.so, Evernote et Shift. Voilà les outils qui du coup émergent avec du coup l'arrivée du Covid-19 en France. C'est vraiment si je devrais résumer ça, c'est vraiment une montée en puissance des solutions SaaS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, SaaS qui veut dire Soft as a Service, c'est une solution logicielle en ligne accessible depuis un navigateur Internet qui ne nécessite aucune installation sur son serveur et donc qui a l'avantage d'être immédiat en termes de déploiement, simple et globalement peu coûteux. Donc ça, ce sont véritablement une montée du SaaS que nous avons pu observer du coup pendant ces premières semaines. Il n'en demeure pas moins que les canaux historiques que sont le téléphone, le mail et les TSE, Terminal Server Exchange, sont restés quand même aussi très utilisés par les entreprises qui sont équipées sur cette partie-là, et donc qui ont souhaité conserver le lien via du coup ces canaux.
Alors, pourquoi ces canaux ont subsisté? On a cherché à comprendre. Pour 68% des répondants, c'était d'assurer la sécurité des données de l'entreprise. Accéder au réseau de l'entreprise à distance, c'est une chose, mais il y a quand même des logiques de sécurité qu'offrent pas aujourd'hui des plateformes américaines comme Trello, que n'offrent pas des plateformes américaines comme Slack ou autres. Donc, il y a quand même cette notion RGPD, cette notion de sécurité qui reste et qui demeure très importante et qui remonte encore une fois dans les résultats de cette enquête. 65% ont fait le choix de ne pas travailler avec des outils de ce type pour justement séparer la partie personnelle du collaborateur quand il travaille à la maison de la partie professionnelle. Et 28% ont quand même des problématiques de fichiers sensibles et ont souhaité du coup crypter certains envois de fichiers lors des envois et lors des réceptions. Alors, naturellement, quand on en est là et qu'on partage du coup ce qui se fait au niveau des outils, on est légitimement en mesure de se demander finalement comment bien choisir ces outils de communication et de collaboration. Donc, c'est ce qu'on va essayer de répondre et c'est ce qu'on va essayer de vous apporter. Alors, tout d'abord, il se détache une approche d'Arm Tools, qui est une approche opérationnelle, où on va partir finalement des outils pour construire son besoin et finalement construire sa solution. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est toujours partir d'un état des lieux. Effectivement, dans l'entreprise, il est important d'identifier les outils qui sont aujourd'hui à disposition dans l'entreprise, comment et par qui ils sont utilisés. Donc là, il s'agit d'aller chercher des taux d'utilisation, des fréquences d'utilisation, des nombres, et là je parle de nombre de personnes qui l'utilisent, des temps d'utilisation et pourquoi pas voir les fonctionnalités utilisées. On a souvent en France ce problème d'avoir une foultitude de logiciels, mais d'utiliser parfois 5% des capacités du logiciel. Donc là, l'objectif, quand on a une approche Down Tools, c'est d'aller vraiment comprendre comment les utilisateurs utilisent les outils. Quelles sont, de mon point de vue en tant que responsable du projet et celui des utilisateurs, les limites des outils actuels, les limites des outils à disposition aujourd'hui. Et finalement, pourquoi j'ai en projet déjà d'avoir un autre outil. Pourquoi j'ai l'idée de mettre en place telle solution. Ça permet véritablement de comprendre le pourquoi du projet et d'impliquer dès le départ dans la réflexion d'autres utilisateurs que soi. Quels sont les besoins exprimés? Ça fait partie effectivement des fondamentaux. Et là, je vous invite à avoir une certaine méthodologie pour une expression de besoin parce qu'il y a des besoins évidents et il y a des besoins sous-jacents. En phase 2, ce qu'on préconise, c'est que lorsque vous recherchez des outils de communication pour mieux collaborer, recherchez l'adhésion des collaborateurs à l'outil, mais dès le départ. Pourquoi? Parce que si vous décidez d'un outil tout seul, je pense que c'est vraiment une méthodologie qui commence à se répandre aujourd'hui. Si on décide d'un logiciel seul de son côté, après finalement on est dans la logique de presque vendre l'outil en interne pour qu'il soit utilisé. Ce qui est une démarche qui demande quand même beaucoup d'efforts après la mise en place et avec des fois des taux d'échec qui sont importants. Donc pour contrecarrer du coup ces problèmes, on préconise dès le départ d'impliquer les futurs utilisateurs dans la réflexion. Un projet d'outil qui impacte le quotidien d'un collaborateur, le projet est beaucoup mieux vécu lorsque les futurs utilisateurs sont vecteurs de ce changement. Donc pour cela, on vous invite à travailler des ateliers collaboratifs virtuels, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on est un tout petit peu obligé d'avoir de la distanciation sociale. Donc, vous pouvez utiliser des solutions collaboratives comme Klaxoon, qui sont plutôt triviales en ce sens-là, puisqu'elles permettent de faire un certain nombre de choses comme le brainstorming, les sondages, l'idéation, la hiérarchisation d'idées. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez commencer de votre côté à entamer. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels de projets collaboratifs et digital pour construire la solution la plus efficace, notamment sur la partie technique. Et oui, puisqu'en fait, une des troisièmes clés de la réussite d'un projet collaboratif, c'est l'intégration. Il faut absolument que vous évitiez la surcouche d'outils dans votre organisation. Il faut viser l'interconnexion en fait des outils. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus dramatique finalement que de travailler en silo, que de travailler en vase clos. C'est tout l'inverse de la réflexion et de la logique client. Vos clients, si vous êtes une entreprise, aujourd'hui ont une logique multicanal. Ils peuvent commencer l'approche produit sur votre site internet, voire via le chat de votre site web, et ils peuvent in fine se retrouver en magasin, passer en caisse, et derrière après avoir une logique
avoir une logique avec des points de contact qui sont différents. Et ben, pour le collaborateur, c'est la même chose. Pour l'utilisateur, c'est la même chose. Il ne faut pas que j'ai plusieurs points d'information différents parce que ça multiplie les efforts pour se mettre à jour au niveau des sources d'information. L'idéal, c'est d'avoir une source d'information principale qui permet derrière de distribuer en fait des besoins différents après sur les outils. Mais essayez de converger au niveau des outils, sinon à un moment donné, on va s'épuiser, puis à un moment donné, il y a tellement de choses à traiter dans le quotidien qu'on n'y arrive plus, quoi, tout simplement. Donc, les intégrations sont des choses essentielles. Donc, entourez-vous d'un responsable projet digital pour construire l'architecture des liens entre vos différents outils. On prend l'exemple dans cette slide du CRM. C'est primordial qu'un CRM, ça parle avec un réseau social d'entreprise. C'est primordial qu'une gestion électronique de documents parle avec votre interface web, par exemple. Donc, aujourd'hui, c'est important de travailler, de bosser ces interconnexions. Donc, il y a ce qu'on appelle des API, des connecteurs. Il y a des outils qui centralisent comme Zapier et il y a également les webhooks pour automatiser un certain nombre de choses. Je ne vais pas y rentrer dans ce webinaire aujourd'hui sur cette partie intégration et technique. Ça pourrait faire l'objet d'un nouveau webinaire. Et en tout cas, on se fera peut-être un plaisir avec Jean-Baptiste d'y travailler pour vous apporter également un peu de valeur là-dessus. Alors, quand on choisit un outil, il y a effectivement deux postures à adopter. Il y a cette fameuse question du prix qui arrive à un moment donné, et elle arrive très très vite. Mais cette question du prix, il y a deux façons de se la poser. Il y a soit on se pose la question de combien ça coûte, soit on se pose la question de combien ça vaut. Et ces deux approches sont complètement différentes dans votre approche au niveau du choix des outils. Pourquoi? Parce que si vous êtes responsable de com, vous devez vendre ce projet à votre direction. Si vous êtes RH, vous devez vendre ce projet à votre direction. Et votre direction, soit la direction a un besoin et il vous donne justement une direction, soit c'est à vous de la donner. Et moi, je vous invite vraiment à vous poser la question de cette direction dans votre projet dès le départ. C'est une approche coût que j'ai ou est-ce que c'est une approche investissement? Voyons voir la différence. Une approche coût, finalement, on achète une charge. C'est un peu péjoratif, mais on a plutôt une vision court terme. Mais sans jugement, ça peut avoir énormément de sens d'avoir une vision court terme. On met la communication et l'outil au niveau opérationnel et il suffit pour aller dans cette logique-là de comparer des caractéristiques produits, de mettre en face une logique de coût mensuel annuel en mettant en relief son cahier des charges. Donc ça, c'est la façon qui est la plus commune, la plus répandue aujourd'hui. Donc, en termes de conseils d'accompagnement, on est plutôt limité, on cherche plutôt à être autonome dans cette démarche. Alors pourquoi on a ce type de démarche? Parce que des fois, on a un timing serré, donc des fois, c'est justifié. On a une sensibilisation aux enjeux qui est faible. Je n'ai pas forcément le besoin de faire de l'outil un fer de lance de ma stratégie. J'ai besoin d'un outil, point barre. Et ça se respecte, c'est un point de vue qu'on respecte totalement et qui a vraiment du sens, comme je le dis, quand on est dans une logique court terme, il faut aller vite. On a des fois un manque de bénéfices sur l'approche, donc sur l'autre approche investissement. Donc, c'est aussi des fois par manque d'information qu'on ne prend pas finalement toute la mesure du choix qu'on est en train de faire sur l'outil. Donc voilà, et généralement, ça n'excède pas en termes de visibilité N à N+1, c'est-à-dire l'année prochaine en termes d'utilisation, en termes de retour sur investissement. Parlons de retour sur investissement, c'est justement toute la différence avec une approche investissement lorsqu'on achète son outil, c'est je vais acheter un investissement, je vais acheter un retour sur investissement. Donc là, on a une vision long terme et les enjeux dépassent les fonctionnalités d'un outil. On est plus sur une création d'une communauté, sur l'acculturation de l'entreprise, développer la culture d'entreprise. On est plus sur des problématiques d'amélioration de la remontée d'informations terrain qui viennent directement impacter la performance de l'entreprise. On est sur de l'innovation, on est sur l'amélioration de son service client via la mise en relation des collaborateurs avec le bon client. Et vraiment, il y a une logique de ROI derrière. Donc, comment on impacte et on impulse finalement cette logique-là? Par l'avènement et la mise en place d'un diagnostic de communication interne ou un diagnostic de projet. On pose une vision, on pose des objectifs, on pose un rétro-planning, des indicateurs de pilotage de réussite du projet. Donc, les conseils et l'accompagnement qu'on va rechercher, ils vont au-delà de l'outil dans cette logique-là. Ils vont dans une logique presque participative au niveau du management, participative au niveau RH. Là, on va avoir un prestataire qui va venir vous accompagner, qui va vous donner des solutions, un œil neuf sur des choses qui, jusqu'à présent, étaient du giron, étaient du périmètre de l'entreprise. Donc, pourquoi finalement on va plus vers une logique investissement? Eh bien, parce qu'on a conscience des enjeux.
généralement, la direction est convaincue qu'il faut aller vers ça. C'est elle qui impulse du coup cette logique-là. Donc, et c'est même le meilleur moyen d'y arriver quand on a d'entrée de jeu dans une approche investissement, la direction qui impulse. Ça ne veut pas dire que si c'est vous qui l'impulsez demain, bah vous ne pouvez pas basculer vers ce type d'approche, mais en tout cas, je vous invite fortement à identifier ces deux, pas à dire que l'investissement c'est mieux que l'approche coût, mais ou bien à comprendre dans quelle logique vous êtes par rapport à vos objectifs et d'être cohérent en fait. C'est ça le plus important. Donc, cette deuxième approche, comme nous venons de le voir, c'est l'approche top-bottom, qui est l'approche stratégique pour choisir un outil. Donc là, pour rappel, j'espère que ça va, que je ne vais pas trop vite. L'approche top-bottom, on est dans l'approche stratégique pour choisir ces outils. Donc, là, on prend un peu de recul, on essaie de vous apporter un petit peu de valeur. Speak, c'est ce qu'on essaie de faire là maintenant avec vous. Il faut comprendre que dans la communication, il y a actuellement 3 cercles. Le cercle de la communication sociale, c'est celle de vos collaborateurs qui sont qui est une communication horizontale, c'est une communication qui est plutôt une communication sociale. J'ai pas d'autre mot pour vous l'expliquer, je suis désolé. La communication managériale, la communication collaborative qui sert à travailler. Donc la communication managériale, on va en parler, on va faire un focus dessus. Donc prenons cet exemple. La communication managériale, qu'est-ce que c'est? Donc pour la définir, j'ai mis une définition qu'on peut lire ensemble. La communication managériale, c'est la communication de proximité portée par le manager pour favoriser l'appropriation par ses équipes de la stratégie de l'entreprise et pour contribuer à sa mise en œuvre. Donc, les 5 composantes d'une communication managériale, pour aller rapidement dans le sujet, c'est 1, le fait que la direction considère la communication comme une composante du management, donc ça fasse partie intégrante presque de la stratégie. La communication fasse partie de la mission du manager et qu'il les intègre dans sa fiche de fonction, dans sa fiche de poste. Que les managers bénéficient d'une formation pour pouvoir développer les compétences des collaborateurs et pour pouvoir développer leurs propres compétences en termes de communication managériale et qu'ils travaillent avec les communicants de l'entreprise. Évidemment, in fine, si on peut évaluer les systèmes de communication qu'ont mis en place le manager au niveau de sa communication managériale, c'est ce qui garantit la réussite d'une communication qui va permettre du coup de mieux collaborer et de fluidifier le lien entre le manager et le collaborateur. Donc là, on se dit, waouh, on est parti très haut dans la communication managériale, mais finalement, comment concrètement je vais pouvoir arriver sur mes outils? Prenons cette communication managériale, on aurait pu prendre la communication collaborative, comment je travaille dans la bureautique. Beaucoup de gens travaillent comme ça, on parle de comment travaillent les gens pour étudier la gestion du document, la circulation du document d'entreprise, son archivage, son envoi, pour arriver finalement sur les outils. Là, c'est pareil, là, on a parlé de la communication managériale, on va voir concrètement comment on fait. Donc, juste pour info, les bénéfices d'une bonne communication managériale, ça permet moins d'absentéisme, moins de conflits dans l'entreprise, une meilleure ambiance de travail, moins de stress et d'anxiété et plus de productivité. Alors, comment passer de la théorie à la pratique? Donc là, on va vous donner encore une fois un peu de valeur, 8 étapes pour améliorer cette communication managériale. 1. Identifier les personnes concernées. Qui sont les managers de l'entreprise et qui managent-ils? Comment échangent-ils? C'est-à-dire quotidiennement. Et là, on prend vraiment le temps de se poser et d'observer. Sur quel support communique-t-il? Avec quels outils communique-t-il? Identifier et nommer les sujets d'échange qui sont récurrents et les sujets d'échange temporaires. 6. D'un point de vue direction et manager, quelles sont les attentes, les exigences d'un point de vue de ces échanges? Là, par exemple, au niveau sécurité, au niveau participatif ou au niveau nomade, on peut avoir des exigences. On ne veut pas que les échanges stratégiques, confidentiels, se passent via un outil, on n'a pas de maîtrise. C'est là où on va commencer à avoir concrètement des premiers levées de bouclier quand on propose un outil. Ah, ça c'est américain, non, moi je veux quelque chose de beaucoup plus sécure. Généralement, le responsable informatique arrive dans ce temps-là et amène des exigences. C'est ce type d'exigence par rapport aux échanges qu'on vient d'évoquer qu'il faut identifier. Il faut également identifier dans les échanges et les flux d'informations les problématiques et les contraintes. J'arrive pas à joindre tel collaborateur le mardi parce qu'il a une mauvaise connexion Internet. C'est ce genre de problématique qu'on va identifier. On chiffre le coût et le manque à gagner, le temps perdu vis-à-vis des flux de communication managériaux. Et on identifie les bénéfices qu'on en attend et le ROI attendu. Donc ça permet véritablement de rentrer dans une approche outil en partant de quelque chose qui est quand même à la base très théorique. Mais passons maintenant, j'espère que ça va, je vais pas trop vite, on a à peu près une vingtaine de minutes, j'essaie de respecter le timing, on est bien. J'espère que vous, ça va. Donc passons du coup au deuxième point de l'enquête, qui est du coup
en termes de préoccupation des responsables de communication, quelle a été comment dirais-je, préoccupation secondaire des responsables de com? Bah, c'est informer. C'est ce rôle presque institutionnel qui est de tenir informé du coup ses collaborateurs. Et pour 19% des responsables de communication, ça a été informé. Donc, informer dans une période comme le Covid-19, c'est ce qu'on appelle la communication de crise. Donc, la règle numéro 1 en communication de crise, comme ce qu'on a pu connaître à aujourd'hui, c'est effectivement de consacrer 100% de son temps à l'intelligence de la situation, à l'analyse, à la stratégie, aux actions menées et aux différents scénarios envisageables. Il n'est plus question de penser à l'organisation lorsqu'on est en communication de crise. Il est trop tard. Il n'est pas question de prendre part à des organisations techniques, matérielles et organisationnelles. Toutes ces questions auraient dû être traitées avant. Et si vous n'avez pas mis en place de communication de crise, ce n'est pas pour vous mettre dans l'urgence, mais il y a quand même des questions qu'il faut anticiper, comme où se réunit cette cellule de crise, qui la convoque, qui l'anime, quel processus de communication on respecte, qui sont les institutionnels sur lesquels s'appuyer, qui sont les influenceurs internes et externes sur qui compter, qui est aguerri à la prise de parole et spécifiquement en temps de crise, qui parle, qui annonce les bonnes nouvelles, qui annonce les mauvaises nouvelles, qui gère la visibilité de la marque. Donc ça, ces questions, effectivement, on ne peut pas aujourd'hui, au vu du nombre, se permettre d'improviser. C'est des questions qui doivent se préparer en amont et une bonne communication de crise, c'est une communication qui est préparée. Donc cela s'anticipe par la formation des managers, la communication en temps de crise, elle permet vraiment de fluidifier cette communication pour que finalement la douleur et le choc qui est perçu au moment de la crise soient anticipés et vous permettent de conserver une certaine autorité. Donc, règle numéro 2, c'est la réactivité. Donc, une bonne communication de crise, et lorsqu'on voit les responsables de communication, ce qu'ils ont mis en place, ça a été de nommer, du coup, par exemple, cette crise. La première action, c'est de nommer la crise. Elle porte un nom aujourd'hui, elle s'appelle la crise Covid-19, mais elle porte en son sein plusieurs problématiques sous-jacentes. Je vais prendre par exemple des bruits de couloir. Est-ce que du coup on va devoir poser nos congés payés pour rattraper le chômage partiel ou différentes interrogations que se posent aujourd'hui vos collaborateurs? Il est important de nommer les problèmes sous-jacents dans une communication de crise pour justement ne pas fragiliser l'organisation et garder le contrôle de la communication de l'entreprise. Ne jamais tarder, si vous n'avez pas les réponses, à dire que vous allez réagir. Mais évitez de faire la politique de l'autruche parce que vous ne savez pas répondre ou parce que vous ne l'avez pas préparé. Il faut que vous soyez réactif. Règle numéro 3, la responsabilité. Il ne faut pas tarder à reconnaître la crise, voire à l'assumer. Donc, tenter de nier la crise, de la minimiser, de dire oh, c'est pas grand-chose, c'est qu'une grippe finalement et on va retourner au boulot. Non. Ou de la faire disparaître sous le tapis, a plutôt tendance à créer des crises et des scissions sous-jacentes et in fine qui vont vous coûter beaucoup plus cher. Donc, il faut s'occuper des victimes de cette crise en priorité et de vraiment d'assumer son rôle en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, en tant qu'organisation. Donc, il faut montrer une véritable prise de conscience de la situation, avoir une oreille, une écoute attentive, faire preuve d'empathie, mais également montrer que vous êtes une autorité qui assure, qui assume et qui gère cette situation. Donc, on peut se poser après une autre question, c'est finalement, et c'est ce qu'on a fait, quels sont les obstacles que vous rencontrez en tant que responsable de communication? J'ai bien aimé du coup une citation, enfin plutôt une remarque d'un des responsables de communication qui disait que la principale difficulté, c'est que en tant que responsable de communication, on est à la fois entre la direction et le terrain, et on est finalement sur deux fronts à la fois. Donc, et ça, j'ai trouvé ça assez parlant, puisque ça témoigne bien des problématiques que nous allons voir juste en dessous. Les principales problématiques qu'ils ont rencontrées, les principaux obstacles qu'ils rencontrent aujourd'hui dans la communication, qu'elle soit de crise, qu'elle soit la mise en place d'outils, qu'elle soit au niveau des différentes actions qu'ils ont entreprises, c'est pour 18% le manque de temps, pour 12% le manque d'outils, pour 25%, ce qui illustre le propos que je vous disais précédemment, c'est la formation des collaborateurs. Je mets en place un outil, super. Par contre, j'ai 80% des collaborateurs qui ne savent pas en servir, 10%, 20%. Donc, j'en laisse sur le carreau parce qu'ils ne sont pas formés. Parce que digitalement, c'est une autre génération ou parce qu'ils n'ont pas eu accès à une formation digne de ce nom, ils ne savent pas s'en servir. Donc, du coup, c'est une vraie problématique. Il y a une problématique de connexion. Le télétravail, super.
Par contre, je ne suis pas égal au niveau du télétravail avec quelqu'un qui est en zone urbaine, qui est alimenté par la fibre, qu'avec quelqu'un qui a une connexion ADSL classique et qui a un modem avec un très bas débit et qui du coup est vraiment dans la contrainte vis-à-vis des connexions, qui est coupé incessamment. Et donc du coup, j'ai véritablement ce type d'obstacle technique. Et enfin, j'ai un autre obstacle qui m'est apparu et j'ai trouvé ça très intéressant du coup d'en parler aujourd'hui, c'est quand même ce rôle réduit de la communication de façon globale dans l'entreprise. À quel moment aujourd'hui, l'entreprise arrive à intégrer la communication comme un axe stratégique. Là, on l'a vu en temps de crise. Je ne vois pas comment quelqu'un qui ne communique pas en temps de crise correctement peut raisonnablement se projeter et garder de la crédibilité auprès de ses collaborateurs. Et là, on constate que pour 14% des responsables de communication, le rôle n'est pas assez reconnu au niveau de la direction pour pouvoir faire partie du coup des plans d'action et des solutions que nous allons proposer. Donc, en termes d'obstacles, on peut avoir la posture de se dire, tiens, j'ai encore un autre obstacle qui, cette fois, va arriver. Et là, on va commencer à se projeter. On était avec l'enquête dans ce qui vient de se passer. Maintenant, on va rentrer dans cette phase 2 du coup de notre webinaire, qui est plutôt la suite, aujourd'hui et demain. Les menaces. La France va connaître une récession, c'est évident. Là, au premier trimestre, on connaît une récession de notre PIB de près de 6%. Sur l'année, avec le rattrapage qu'il va peut-être y avoir avec le déconfinement en fin d'année, on va atterrir à peu près à 4%. Qu'est-ce qui est la pire récession qu'on a connue depuis 1945 ? Donc, deux postures face à ça. Soit on se contracte, soit on se méfie, soit on est dans la négation, on est dans quelque chose qui n'est pas positif, soit on prend une autre posture. Soit on se dit que demain, c'est une opportunité. D'ailleurs, j'adore cette citation d'Alain Touraine qui dit « Le changement du monde n'est pas seulement création et progrès, il est d'abord et toujours décomposition, crise. » Donc, c'est quand même quelque chose que je trouve d'assez fort en termes de message. Donc, on va parler maintenant, dans cette phase 3, des enjeux de la communication interne. Juste, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que ça va si de votre côté, c'est OK. Alors, tout le monde n'a pas le chat, mais oui, je vois que ça va. Super, bon, je ne vais pas trop vite. Ça va. Alors, les enjeux de la communication interne dans les mois à venir. Donc, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes avant qu'on échange sur les questions-réponses. Donc, un des enjeux, c'est d'adapter une nouvelle posture pour contourner ces obstacles. Donc, on va parler de lateral thinking. Il s'agit d'une façon de penser la résolution d'un problème d'une manière différente, inédite et créative. La crise que nous traversons aujourd'hui nous oblige à être innovants, nous oblige à faire preuve de créativité. Et face au problème, j'aimerais juste vous renvoyer à la base de la raison d'être de l'entreprise, qui est une entreprise vit par le fait qu'elle résout les problèmes de ses clients. Et la meilleure façon de travailler finalement le lateral thinking, c'est de se poser sur les problèmes de ce client, de ne pas les fuir, de les accepter, mais de les penser différemment, de penser à la résolution différemment. Et la meilleure façon de le faire, c'est de vous poser 5 fois la question ou le problème. Vous verrez qu'avec cette méthode assez simple, quand vous vous posez 5 fois la question, alors par exemple, vous dites, j'arrive pas aujourd'hui à faire ceci. Pourquoi j'y arrive pas ? J'aimerais le faire de cette façon. Comment je peux le faire ? Comment ? Posez-vous 5 fois par répétition cette question. Vous verrez que dans 80% des cas, il ne s'agit pas d'un vrai problème. Dans 80% des cas, vous avez la solution. Dans 15% des cas, il n'est pas si difficile d'y résoudre. Et il y a seulement dans 5% des cas, vous êtes vraiment bloqué et il faudra que vous fassiez appel à quelqu'un d'autre. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder avec vous au niveau des enjeux, c'est qu'il y a un véritable enjeu si on se projette un petit peu sur l'accompagnement du collaborateur. On va le voir ensemble. Alors, juste pour revenir sur ce qui s'est passé hier en 2 mots, véritablement rapidement, le collaborateur, il a connu le chômage partiel, la baisse de son revenu, le télétravail avec la gymnastique que cela suppose au niveau de l'organisation familiale. On peut véritablement écrire que ces premières semaines ont été une vraie épreuve pour eux. Pour vous, vous l'avez peut-être connu. Pour moi, ça a été également le cas. Ça a été une épreuve. Donc, si on se projette aujourd'hui, ils subissent. Et après, quelque part, ils sont dans la logique ils sont dans l'expérimentation. Plutôt que subir, je préfère dire expérimentation. Ils expérimentent concrètement ce que je viens de vous dire. La baisse de rémunération du chômage partiel, c'est effectif à la fin du mois. Là. Ils vont avoir leur première paye qui va dans ce sens-là. Pour certains, la réduction importante des primes.
Pour d'autres, l'arrêt immédiat de l'activité, c'est égal à l'arrêt immédiat des revenus. Donc ça, c'est tout de suite. On est actuellement dans le présent. Donc ça suggère quand même aujourd'hui une incertitude psychologique, ce que je tiens à souligner. Et en termes de communication, c'est important que vous imprégniez du coup de cette logique-là, pour que vous preniez du recul et que vous sachiez avoir du discernement pour justement choisir les plans d'action les plus appropriés. Mais prenez quand même conscience qu'aujourd'hui, il y a quand même une incertitude générale. 2 tiers des Français, et là je vous ai mis le sondage du Parisien, qui sont inquiets pour leur pérennité pour la pérennité de leur emploi, pour leur employabilité, pour ceux qui continuent, ils travaillent dans des conditions stressantes, il y a quand même de l'incertitude et on est vraiment dans le flou complet aujourd'hui pour certains. Donc, j'ai souhaité vous partager du coup, maintenant qu'on a parlé du passé pour le collaborateur, du présent, le flou complet, je souhaitais vous expliquer les phases d'après. Et juste vous expliquer, on s'est rapproché d'une psychologue qui nous a expliqué les 5 étapes psychiques du confinement et on va les dérouler ensemble, vous allez peut-être vous y reconnaître. Phase 1, on est passé en mode survie. Choc, colère, tristesse, état de déprime, une sensation de ne pas pouvoir faire face. Des fois, des réactions animales. On va chez Auchan, on remplit son caddie, véritable instinct de survie, quoi. Presque des états dépressifs même aussi. Une phase 2 où il y a une acceptation progressive, une compréhension, une prise de conscience, pour certains des fois, même de la culpabilité qui émerge. On accepte progressivement cette situation, on y trouve un sens, on commence à lâcher prise, on réinvestit le temps et l'espace et le rapport à l'autre. Il y a cette phase 3 dans laquelle nous sommes actuellement, qui est une phase de transformation. Nous expérimentons des choses, nous nous mettons en mouvement, c'est ce qu'on appelle le test and learn. On teste des choses, on essaye, ça peut être le télétravail, ça peut être des outils, ça peut être un aménagement du temps, de l'espace, comme on vient de le voir. On redonne des priorités aux choses. C'est une période de rangement pour certains. On prend le temps d'appeler tout ce qui n'était pas prioritaire. On le fait. Il y a une véritable redistribution des cartes et également une prise de conscience des choses. Tiens, c'est vrai que ça fait du bien de prendre le temps. Tiens, c'est vrai que ça fait du bien de faire ça. Tiens, c'est vrai que finalement, il y a des côtés positifs à faire ça. Parce que, effectivement, on était dans une logique ultra quotidienne, ultra tête baissée. Et là, finalement, on se rend compte qu'il y a des nouvelles choses qui existent, des nouvelles choses qui s'installent. Et là, on va passer, et c'est pour ça que du coup, je me permets de faire ce laïus là-dessus, on va passer en phase 4 très prochainement, surtout avec l'annonce du président qui nous annonce un déconfinement à partir du 11 mai, on va passer en phase d'engagement. C'est la décision d'aller de l'avant, la décision de changer les choses, d'amener un sens nouveau aux choses. Il est constructif ce temps, il est adaptatif, il y a un renforcement de prise de conscience et il y a un véritable avant et après qui se construit. Et ça, je voudrais vraiment que s'il y a une chose que s'il y a une chose que je souhaite que vous gardez aujourd'hui, c'est ceci, cet avant et cet après qui est en train de se construire. Et nous allons aller, d'ici 1 mois ou 2, vers une phase d'intégration, d'assimilation. Cette phase d'intégration et d'assimilation, c'est une vraie phase de mise à jour. C'est une phase de transformation durable qui va s'opérer dans la tête de vos collaborateurs et dans la tête de beaucoup de monde autour de vous. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment de consolider des connaissances dans sa mémoire solide. C'est un moment de reconstitution des habitudes. Il faut 3 mois à un individu pour reconstituer une habitude. C'est le moment où on ancre des expériences, des souvenirs et sur lesquels on va capitaliser dessus pour reproduire du coup des agissements. C'est un contexte nouveau qui va apparaître. Certains ont perdu des êtres chers pendant cette période. C'est important d'en prendre conscience, il va y avoir des modifications de comportement dans les mois à venir. C'est pour moi le meilleur moment, cette période, de renverser la table, de redistribuer les cartes. C'est une véritable opportunité. Ce moment, aujourd'hui, que nous traversons, est une énorme opportunité. Et là, c'est une opportunité pourquoi ? Pour fédérer vos collaborateurs, pour donner une nouvelle direction à la communication de votre entreprise, pour redéfinir un projet, pour reposer vos priorités, pour impliquer dans la communication le processus de changement. Et je crois que la meilleure illustration pour ça, c'est l'allocution de notre président de la République, Emmanuel Macron, ce lundi, le 13 avril. Et il y a un dessin qui a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez vu. Il s'agit du dessin, j'ai pas son prénom, pardon, c'est Olivier Samson, si je fais pas d'erreur, j'espère qu'il n'est pas derrière le webinaire aujourd'hui et que j'écorche pas son prénom. Mais en fait, on voit très bien dans ce schéma, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est qu'on voit les 3 phases du discours d'Emmanuel Macron. En rouge, ce qu'on a vécu, en jaune, ce qui vient, et en vert, l'après. Et l'après, il a passé un temps important. Il a parlé de refondation, il a parlé de
d'indépendance financière de la France, de rebâtir des partenariats avec l'Afrique. Il a parlé de rendre l'agriculture à nouveau forte, de rendre la technologie et les industries plus fortes de demain, plus autonomes, plus indépendantes, et de construire de nouveaux partenariats commerciaux. Il s'est véritablement projeté, et il a même dit, je ne sais pas si vous avez noté, il a dit « je reviendrai vous en parler ». C'est, en termes de communication, l'exemple typique pour vous montrer que notre président de la République, le sommet de l'État, utilise ce moment pour justement construire quelque chose de nouveau, pour fédérer. Alors, non seulement c'est une prouesse en termes de communication, mais c'est véritablement sur le fond, véritablement le meilleur moment, et je trouve qu'il l'exploite à merveille. Toute opinion politique dénuée, bien évidemment. Anticiper l'après. Donc, maintenant qu'on a parlé d'aujourd'hui, parlons maintenant du futur. Le déconfinement. Ben, le déconfinement, pour moi, et c'est qu'un avis strictement personnel que je vous livre, il va y avoir deux logiques possibles. Soit on va vers une activité économique pied au plancher, soit on va vers un burn-out collectif. Pourquoi? Parce que le déconfinement qui est prévu le 11 mai, les entreprises se projettent aujourd'hui, réfléchissent à comment je vais récupérer, comment je vais rattraper le chiffre d'affaires que j'ai perdu pendant ces 2 mois. Et de l'autre côté, on a des collaborateurs qui, eux, se grattent la tête et se disent oh, wow, est-ce que je vais travailler plus? Est-ce que du coup, on va prendre des jours de congé? Qui va payer la facture? On a de l'inquiétude. Je ne vais pas systématiser et faire des amalgames, mais on a quand même des postures aujourd'hui au niveau dans les médias qui s'opposent sur ces biais-là. Le vrai sujet, c'est surtout pas d'opposer les deux. Le vrai sujet, c'est que le collaborateur et l'entreprise, à partir du déconfinement, n'auront jamais autant besoin l'un de l'autre. Et il n'est plus que jamais temps de s'aligner et de converger vers un plan d'action commun. C'est le moment, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ceux qui vont penser que la communication sera réduite à un rôle gadget accessoire, c'est le moyen de recréer du lien. C'est le moyen de construire un dialogue qui va permettre de capitaliser. Et j'en reviens, ceux qui pensent que des collaborateurs qui étaient, pour certains, un mois séparés des uns des autres, avec un télétravail qui se passe pas toujours à 100%, ou des fois on est carrément coupé des dossiers, où on est vraiment coupé de la vie de l'entreprise, ne pensez pas qu'en remettant tout le monde d'un coup, ça va redémarrer plein but, quoi. C'est une hérésie. Donc, il n'est plus que jamais temps de se poser sur la suite, il n'est plus que jamais temps de construire vos plans. L'autre opportunité qu'il va y avoir, c'est que quand on se projette après ce déconfinement, cette crise transforme quand même littéralement notre façon de communiquer. Le coronavirus est là pour un certain temps, tant qu'on n'a pas un vaccin, c'est une chose, mais il va y avoir une transformation des modes de communication. J'adore ce dessin. Écrivez plus gros, Bernard. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, tout ce qui est réunion physique, tout ce qui est visite client, vu que le coronavirus n'est pas disparu, ne disparaît pas aujourd'hui, on n'a pas de vaccin à l'heure actuelle, eh bien, tant qu'on n'a pas de vaccin, on s'attend quand même à avoir une vraie transformation de nos modes de collaboration. C'est une opportunité de vous réinventer. Et la plus grosse opportunité, selon moi, mais après c'est qu'une conviction encore personnelle que je vous partage, c'est que ce moment est une réelle opportunité de faire mieux. Et je ne vais pas vous montrer les photos des dauphins qui rentrent dans Venise, parce qu'il y a certaines fake news. D'ailleurs, les dauphins, pour ceux qui ne savent pas, c'était dans le port de Cagliari et non pas dans les canaux de Venise. Mais par contre, et c'est pour ça que je vous ai mis cette image de l'Himalaya, c'est un vrai impact sur la pollution, c'est un vrai impact sur la qualité de l'air. On sait qu'aujourd'hui, on a des émissions de CO2 qui sont catastrophiques. Cette pause que nous avons, elle a des effets positifs. Elle a des effets positifs parce qu'il y a une grande partie de l'entreprise qui est arrêtée. Mais si demain, je ne dis pas qu'on fasse la même chose, mais si demain, on continue ne serait-ce qu'à avoir un jour par semaine en télétravail, si toutes les entreprises mettent un jour par semaine de télétravail, ce serait déjà un bond en avant super quoi, par rapport à ce qu'on faisait avant. Alors bien évidemment, ce sera moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas tenable économiquement. Mais par contre, demain, si on arrive à mettre, de profiter de ce temps pour accélérer sur la partie télétravail, ce sera que mieux, je pense. Ce sera également le moment de poser les bases avec la communication de la réflexion concernant la responsabilité sociétale des organisations et des entreprises. Alors, la responsabilité sociétale, c'est la prise en compte du développement durable dans le cadre de son activité.
pour faire simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais la communication, pour moi, doit s'approprier ce sujet, alors soit avec le responsable QSE dans l'entreprise, qui est le responsable qualité, sécurité, environnement, soit pour les plus grandes entreprises, la responsabilité sociétale, parce qu'il y a une vraie chose à faire pour pouvoir travailler avec le collaborateur, travailler des idées, mettre en place des flux de communication qui aillent en ce sens-là. Et on a une vraie opportunité à saisir. La question que je voulais vous poser à 15 minutes de la fin, c'est êtes-vous prêt à saisir ces opportunités? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire face à ces enjeux? Alors peut-être que pour certains, oui, peut-être que non. Peut-être que non, ou peut-être que oui. Oui, mais il y a différentes postures. Dans le oui, mais, il y a le je ne suis pas décideur. Et de toute façon, tout ce qu'on est en train de se dire au niveau du webinaire, c'est très intéressant, mais je ne suis pas décideur, donc je ne pourrais pas avancer. Ou le oui, mais je ne sais pas par où commencer. Mais oui, mais il me manque encore un peu de méthode. Ou je ne suis pas convaincu de l'efficacité. On est tellement global que finalement, est-ce que finalement, d'un point de vue euro, à la fin du mois, sur la facture, je vais gagner quelque chose? Ou il y a le je ne suis pas sûr que cela corresponde à mon entreprise en termes de philosophie. Pour tous ces oui mais, nous, on a imaginé avec Jean-Baptiste de vous donner un coup de pouce. Et c'est la raison aujourd'hui de ce webinaire aussi, qui est de vous donner de la valeur, mais c'est aussi de vous présenter ce que l'on fait pour éventuellement essayer de vous accompagner demain. Donc nous, on vous propose notre aide. Si demain, ces problématiques que je viens de vous évoquer ont du sens pour vous, si vous avez besoin d'aide sur un projet spécifique, comme on vient de l'évoquer, sur une problématique stratégique ou opérationnelle liée à des outils de communication, on vous propose de vous aider. Voici comment. Donc, nous avons mis en place un audit pendant ce Covid-19. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, nous avons dû nous adapter nous aussi. Nous commercialisons quand même beaucoup d'outils et jusqu'à présent, on n'avait pas trop cette logique audit. Sauf que là, aujourd'hui, on a une véritable logique d'audit qui se met en place. Pourquoi? Parce que avec la rythmique de la distance, on est obligé d'avoir une approche plus singulière. On est obligé d'avoir une approche plus projetée de la communication interne. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, on propose des ateliers, des workshops adaptés à vos problématiques avec des plus qui sont la maîtrise de votre projet, des temps de réalisation rapides, des débuts immédiats et complémentaires. Complémentaires à vos autres projets, complémentaires à ce que vous avez pu lancer à l'heure actuelle et complémentaires par rapport aux différents ateliers que nous proposons. On a essayé de faire en sorte que ces ateliers soient accessibles financièrement, rentables, avec une vraie logique de ROI pour que demain, vous puissiez les proposer et finalement les donner à votre direction pour qu'ils soient également convaincus. Donc, les premiers ateliers qu'on va proposer pendant cette période Covid-19, c'est des ateliers d'approche stratégique de la communication. Ce premier atelier, il permet de préciser la vision de votre projet. Il permet de structurer le projet, d'identifier les parties prenantes, les facteurs clés de succès et de poser les bases de son pilotage. Les temps forts, on réalise avec Jean-Baptiste un atelier SWOT communication avec 2 experts communautés. On identifie vos nouveaux enjeux en termes d'objectifs stratégiques liés à la communication. On définit un nouveau cap en optimisant du coup les ressources humaines et technologiques en présence, et on planifie un plan d'action pour traiter les problématiques les plus urgentes. La durée et le format, c'est d'1 jour d'interview, et derrière, 1 jour pour compiler ces données et fabriquer un rapport, mais nous allons le voir par la suite. Les deuxièmes types d'ateliers que nous proposons, ce sont des approches opérationnelles. Des applications avec, on va plus parler d'applications et d'outils collaboratifs. Et sur ce second atelier, cela vous permet de construire la meilleure solution technique en impliquant dans la réflexion dès le début vos utilisateurs. C'est ce qu'on a vu au préalable, c'est l'approche opérationnelle du marché. Donc les temps forts, c'est qu'on va passer par une analyse des logiciels en présence, on va cartographier les logiciels de l'entreprise, on définit l'usage de l'utilisation et des futurs usages des utilisateurs, on fait un point sur l'interconnexion des outils, avec pour objectif de choisir votre écosystème d'outils. Non pas un, mais un ensemble. Parce qu'un outil qui arrive dans l'entreprise ou dans l'organisation doit être, comme on l'avait évoqué, conjugué aux autres. Donc là, on va parler de RSE, d'intranet, de GED. Le deuxième objectif de cet atelier, c'est d'améliorer la performance de cet écosystème, que ce soit en termes de temps, donc d'impacter tout de suite une logique de ROI, que ce soit une logique de coût, parce qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui des logiciels existants des fois dans l'entreprise, on a des solutions qui coûtent aujourd'hui, que ce soit en termes de licence, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de flux, que ce soit en termes de frais, on a des coûts aujourd'hui à optimiser et c'est là-dessus qu'on va les travailler. Et l'objectif, évidemment, c'est de travailler l'engagement des collaborateurs, l'engagement des utilisateurs, donc en les impliquant. Et les impliquer, ça passe par différentes phases, comme la consultation dans une phase de workshop. Ça passe par l'écoute de leur situation au quotidien, de leurs freins, de leurs cailloux qu'ils ont dans la chaussure, pour construire avec eux la solution la plus adéquate de demain.
Donc, le livrable que l'on propose, c'est une solution clé en main, un ROI calculé qui prend la forme d'un rapport d'audit. C'est un rapport documenté qui fait état des points d'amélioration que nous avons pu observer dans votre organisation et nous mettons en face du coup, des préconisations, des solutions que nous avons identifiées qui sont calibrées et personnalisées pour votre organisation. La méthode, c'est des interviews d'une heure par thématique. Donc, c'est de la visio. Le spectre que nous proposons, c'est 44 points de contrôle. Donc, il y a différents spectres. Donc, il y a le spectre bureautique, il y a le spectre web, il y a le spectre humain, il y a le spectre marketing. Et en fait, on va dans chacun de ces spectres avoir différents points de contrôle qui nous permettent d'assurer en fait une trame et d'avoir finalement le principal bénéfice de cette méthode, c'est comme on a la même trame de questions par entreprise, ça nous permet de capitaliser sur les retours d'expérience des autres entreprises pour aller chercher finalement des solutions si vous rencontrez des problèmes similaires, donc de gagner du temps. Donc, sans concession, je vous parlais prix parce que c'est quand même à un moment donné payant et cette logique de workshop, aujourd'hui, on essaie de la proposer à 1 429 €. Elle était préalablement à 1 800, ce qui correspond à 2 jours de prestation. Aujourd'hui, on la propose à 1 429 €. Elle comprend un workshop d'une journée, un travail de rédaction et de synthèse, un livrable avec un document de synthèse et des préconisations spécifiques et personnalisées. Il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention sur cette présentation au niveau de la garantie, c'est de la garantie ROI. C'est-à-dire que on sait pertinemment qu'aujourd'hui, engendrer une dépense, aujourd'hui en plus, par les temps qui courent, ça peut être compliqué. Pour autant, nous, l'engagement qu'on prend avec vous, c'est que si aujourd'hui l'audit n'amène pas des préconisations qui amènent au moins en économie le prix de cet audit, eh bien cet audit, on vous le rembourse. Donc ça, c'est une garantie qu'on vous propose avec des solutions qui sont vraiment mesurables. C'est-à-dire que le ROI, c'est pas un ROI hypothétique, c'est du factuel qu'on va aller chercher, qu'on va aller travailler avec vous, soit en gain de temps, soit un gain sur un aspect financier que vous avez sur les outils sur les outils actuellement en place pour pouvoir effectivement vous amener de la valeur ajoutée immédiatement et donc un ROI. Donc, face à ça, vous avez effectivement, dans cette logique-là, deux possibilités. Donc, deux postures possibles. Soit vous essayez de faire ce job seul, c'est possible, mais il vous faut compiler toutes ces informations, de prendre le temps, de les analyser, d'intégrer ces informations, de bâtir un plan d'action et essayer de convaincre votre direction. Avec le risque, au final, que ce soit pas performant, pas professionnel et finalement, in fine, avec le risque de perdre du temps. Soit vous faites appel à nous, et effectivement, on est spécialiste en communication interne, donc pour réaliser ce travail, avec les bénéfices que vous connaissez. Un gain de temps, de l'efficacité, bénéficier de notre expérience et des apports, conseils et vision technique du projet. Je réinsiste sur la notion technique. On a beaucoup parlé, aujourd'hui, on a pris beaucoup de hauteur sur des aspects managériaux, des problématiques liées à l'humain. Il ne faut pas occulter quand même la partie technique de ces solutions, qu'elles soient intranet, réseau social, outils de communication. Il y a une véritable expertise que nous, on tire grâce à notre intégrateur Potion, qui nous permet d'aller dans des problématiques très techniques. Au niveau notamment intégration, on est sur des choses qui sont quand même assez touchy. Donc, n'hésitez pas du coup à vous appuyer sur nous pour qu'on puisse vous faire bénéficier de cette expertise. Donc aujourd'hui, vous parlez avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc on travaille avec l'UMM, on travaille avec Auchan, Leroy Merlin, la Maïf, sur des communautés de clients, avec Keolis, Intermarché, AGFI. Donc ce sont des grandes marques. Oui, ça peut être rassurant. Moi, je le trouve pas. Enfin, personnellement, c'est pas parce qu'on travaille avec Auchan que on est meilleur que de travailler avec le groupe Reyes. Il y a des entreprises avec lesquelles on est très fiers de travailler, notamment des très petites entreprises. Et aujourd'hui, on est même plutôt dans la logique de travailler avec des entreprises type PME, ETI, que plutôt des grands groupes. Alors, en termes d'agence, si vous êtes aujourd'hui une agence de communication et que vous regardez, sachez qu'aujourd'hui, on travaille avec des agences partenaires. Ces agences, aujourd'hui, on travaille main dans la main sur des projets pour leurs clients, que ce soit au niveau de l'audit communication interne ou au niveau des outils. Il y a des agences qui font du web, il y a des agences qui sont spécialisées. On travaille main dans la main. Donc, si vous avez des questions vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On essaiera de construire des réponses ensemble. Je vais pas vous prendre plus de temps, ça fait 52 minutes du coup que je suis au niveau de ce webinaire. J'ai terminé de mon côté. Je vous remercie énormément du coup d'avoir participé. On va rentrer du coup dans une phase de questions-réponses. Donc, je vais ouvrir le chat, je vais départager, hop, voilà, et je vais ouvrir le chat et nous allons pouvoir parler et échanger sur quelques questions. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Alors, juste vous préciser, avant d'ouvrir les questions,
que la proposition d'audit, vous allez recevoir par email tout de suite à l'issue de ce webinaire le replay de ce webinaire. Vous allez recevoir la proposition d'audit également avec toutes nos coordonnées pour pouvoir rentrer en contact avec nous par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions tout de suite devant l'audience, n'hésitez pas à les poser. Et c'est parti, j'ouvre le chat et c'est à vous pour les questions. Tac. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Tac, tac, tac. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, merci Emmanuel, c'était très intéressant. De rien. Alors, juste Emmanuel Simonian, justement, qui est une cliente de Spix, donc avec qui nous avons mis en place un réseau social d'entreprise pour justement fédérer les collaborateurs autour d'une culture d'entreprise. Merci pour vos messages, c'est très gentil. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, techniquement, est-ce que c'est plutôt clair au niveau de ce que l'on fait, au niveau communication, au niveau de l'enquête? N'hésitez pas, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, des retours que vous nous faites. C'est très, très sympa. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas trop de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je reste à votre disposition. Alors, si j'en ai une de Sophie Maniela. Bonjour Gianni, merci beaucoup pour ce webinaire. Comment voyez-vous le rôle de la communication interne dans la communication managériale? Je dirais plutôt que c'est l'inverse. La communication managériale est une composante de la communication interne. Les trois cercles que nous avons vus tout à l'heure, la communication managériale, la communication collaborative et la communication sociale dans une entreprise, c'est ce qui fait la communication interne. J'espère que je vous ai répondu, du coup, Sophie. La grande difficulté, Maria, est de comment se projeter dans le flou. Il y a deux postures. Hein. Quand on est dans le flou, vu qu'on ne connaît pas la réponse, soit on est dans la contraction, soit on avance. Soit on est persuadé que ça va faire. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous, Spix, on est une solution digitale. On s'est posé la question on est en phase de crise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on se dit on se rétracte alors qu'on est quand même une entreprise à taille humaine, ou est-ce qu'on avance? On a fait le choix d'avancer, on a fait le choix de faire des webinaires, on a fait le choix d'investir dans un nouveau site internet que je vous invite à consulter dès la fin du mois. Donc il y a deux postures, dans le flou, il faut soit avancer, soit on se rétracte. Salut Gianni, je me pose la question sur la bonne dose à amener dans la communication vers mon équipe entre des relations. Alors, je vais essayer de reprendre le lien entre des relations très fréquentes pour montrer qu'on est là et le fait de les laisser communiquer socialement entre eux sans m'immiscer. C'est une question de dosage, du coup, effectivement, qui est soulevée. Du coup, Vivien, merci pour la question. Le mieux dans cette logique-là, c'est effectivement de mettre en place un outil, de ne pas être omniprésent et de forcer, du coup, la communication en disant « Hey, coucou, on a un outil, coucou, et machin ». Toujours pareil, c'est dans la logique, le mieux, Vivien, c'est de poser la question d'abord aux utilisateurs et de leur dire, voilà, très franchement et en toute transparence, on est en période Covid-19, on va être un peu coupés les uns des autres. Comment vous voyez les choses? Et finalement, c'est eux qui vont vous donner la réponse. C'est eux qui vont vous dire, nous, on aimerait bien communiquer le lundi tous ensemble en équipe et pour après garder des temps entre nous pour communiquer, mais c'est eux qui ont la réponse. Alors, Willy qui nous dit, Willy Bank, que je connais, qui nous dit merci, intéressant dans un contexte très compliqué. J'ai bien peur qu'à la reprise, on s'engouffre dans la gestion des priorités, la tête dans le guidon. Mais c'est justement pour ça, vu qu'on a un mois, que c'est le moment de se poser ces questions-là. C'est justement pour ça, parce qu'on va reprendre tambour battant comme des ânes, qu'il faut prendre ce temps, qui est quand même extraordinaire, ce temps que nous avons aujourd'hui, pour justement le bonifier et l'optimiser. C'est le moment de se poser ces questions. Thibaut Ginou. Très bonne présentation. Je trouve que l'idée de faire une journée de télétravail par semaine pour réduire les impacts environnementaux est géniale. Merci. Merci Thibaut. Si je pouvais être président de la République et le dire, je le ferais, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Proposition d'audit très intéressant. Après, quid de la disponibilité des uns et des autres? Donc, au niveau de la disponibilité de l'audit, effectivement, lorsqu'on est en chômage partiel, je ne suis pas certain, il faudrait que je me rapproche au niveau de quelqu'un qui est expert en droit du travail là-dessus. Je suis pas sûr que quelqu'un qui est en chômage partiel, si la matière à apporter de la valeur dans l'audit,
qu'on puisse le solliciter pendant son temps de chômage partiel. C'est un point à valider, mais je pense que sur la base du volontariat, il y a quand même beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. On est dans une période où quand même les solidarités émergent. Et si vous êtes dans une phase où vous avez besoin du coup d'avoir le ressenti des gens, mais qui ne sont pas forcément disponibles pour X raisons, bah, vous leur demandez avec la plus grande des sincérités. Voilà, je te le demande, on sort un peu du contexte travail. Est-ce que tu peux participer? Est-ce que tu peux contribuer? Donc, en fonction de la culture d'entreprise, ça passe. Des fois, ça passe pas. Mais généralement, les gens sont bienveillants. Et on a un bel élan en ce moment. Je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Ah, c'était la réponse est non. Alors, du coup, j'ai pas compris, oui. Je m'excuse, peut-être pas une question concernant la conférence, mais je suis à la recherche de CDI, CDD ou en communication. Pouvez-vous? Alors, il y a Tassadi qui est en recherche d'emploi, donc si Tassadi, on peut l'aider, on essaiera de vous aider. Marion Fief, merci pour des coupures, dommages. Avez-vous identifié dans votre enquête le type... Alors, j'ai une question intéressante de Marion qui me dit, avez-vous identifié dans votre enquête le type d'information attendue par les collaborateurs dans ce contexte? Entreprise fermée au public, collaborateurs en télétravail principalement. Alors non, Marion, c'est une excellente idée d'ailleurs. On a plutôt axé sur les responsables de communication, de savoir eux comment ils se préoccupaient et comment eux ils géraient vis-à-vis de la crise du Covid-19. Quelles étaient leurs préoccupations, leurs outils, leurs méthodes, et on a essayé de comprendre plutôt l'aspect entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas pris le parti d'aller vers le collaborateur. Alors, pour une raison déjà technique très simple, c'est que toucher un collaborateur, c'est plus difficile que toucher un responsable de communication ou toucher un responsable ou un manager ou un cadre de l'entreprise. Ça suggère avoir ses coordonnées mail, ses coordonnées portables. Donc, c'était techniquement beaucoup plus difficile. Par contre, je trouve que l'idée a énormément de sens et s'il y en a qui sont volontaires pour faire un questionnaire auprès de leurs collaborateurs et construire ça ensemble, franchement, on est vraiment partant pour le faire parce que je pense que ça peut avoir énormément de sens. Julie Malène, bonjour Jenny. Si j'ai bien compris, vous faites un audit, puis vous proposez un outil adapté aux besoins de l'entreprise. Pas forcément. Oui, on peut. C'est-à-dire qu'on a la capacité aujourd'hui d'adresser des outils, puisqu'on commercialise nous-mêmes notre propre outil Spix, qui est un réseau social d'entreprise, mais on n'est pas systématiquement dans la logique de fournir un outil. Des fois, la problématique de communication interne, elle dépasse le cadre de l'outil. Elle est, comme on l'a vu dans l'approche stratégique, vraiment dans une optique managériale. Elle est dans une optique de former ses collaborateurs. L'objectif de l'audit, il est là pour finalement de dire où est-ce que vous avez mal, où est-ce qu'on peut vous aider. C'est ça le but de l'audit. Et après, on se projette sur des solutions et pas forcément avec un outil. Merci, Gianni, c'est très clair. Je suis OK sur le fait qu'il faudra reprendre avec prudence et bienveillance. Étape 1, voir avec les collaborateurs comment ils ont vécu le confinement. Ce n'est pas un retour de vacances. Il va falloir être très prudent, je pense, si on veut garder les salariés. Je suis, alors Sylvain, que je connais aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Sylvain. C'est une étape, effectivement, qui va être sensible parce qu'elle est inédite, cette situation. Évidemment que chacun a vécu ce confinement plus ou moins bien. On n'est pas tous égaux face au confinement. Il n'y a rien qu'à voir au niveau de l'école. Je pense la disparité qu'il va y avoir au niveau de l'école, au niveau de l'écart qui va se creuser au niveau scolaire. Donc, évidemment, ce qu'on a sur l'aspect scolaire, on va le retrouver au milieu du travail. Si vous êtes dans un appartement, vous êtes 5 et que pour télétravailler, c'est plus compliqué, évidemment qu'on n'est pas dans un même contexte et évidemment, il va falloir prendre beaucoup le temps finalement d'assurer une transition des choses. Et c'est pour ça que ce webinaire, on l'a voulu vraiment avec un max de hauteur pour faire comprendre ces enjeux. Ça va être très important dans les jours, là, même pas dans les semaines à venir, de profiter de ce temps pour le faire. Il ne s'agira pas, je pense que les entreprises qui anticipent et qui essaieront, alors je sais bien que ce ne sera pas tout le temps possible, et je rebondis sur ce que disait Willy et sur la disponibilité, ce ne sera pas tout de suite possible de le faire pour tout le monde, mais au plus vous anticiperez la reprise de contact avec vos collaborateurs, pour ceux qui n'ont plus de contact du tout, au mieux ça se passera, quoi. C'est évident, évident. Bonjour, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. On est à 1h12. Je vous remercie pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas encore, je vais prendre encore quelques minutes. Après, il sera temps d'aller déjeuner pour tout le monde. J'ai essayé de respecter le timing. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été si nombreux. On avait limité à 100, on était à plus de 112 inscrits. Il y a eu plus de 75 participants aujourd'hui. C'est vraiment chouette, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents. J'espère vraiment que vous avez
appris des choses, que ce webinaire vous a pas donné simplement des outils type c'est mieux WhatsApp ou est-ce que c'est mieux Slack. Finalement, on s'en fiche un peu de l'outil. Ce qui est très important, c'est toute l'intelligence qu'on va mettre autour. Et voilà, on a essayé de construire ce webinaire ensemble et j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, vous aurez toutes nos coordonnées pour nous poser des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je serai ravi de pouvoir vous aider. Et puis, j'espère à très bientôt. Et puis, à très vite. Bye. Ciao, ciao.